Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine a vu le pays s'enfoncer un peu plus dans la déliquescence et la médiocrité. L'interview accordée aux deux journalistes craintifs a définitivement montré un président sans envergure, sans charisme et surtout sans projet. M. Tebboune affirme que le monde nous envie notre démocratie. De quelle démocratie parle-t-il? Celle des emprisonnements quotidiens de journalistes, de citoyens, militants, une démocratie qui réprime une jeunesse avide de liberté, une démocratie qui attente aux droits de l'homme et aux droits élémentaires des citoyens. Il évoque la liberté de la presse alors que celle-ci est muselée, sous emprise et sous chantage économique, bien qu'il existe des journalistes libres. Il nous dit aussi que RSF veut déstabiliser le pays. Non seulement c'est une faute politique d'une extrême gravité, mais surtout un aveu d'échec patent qui dénote toute la déliquescence de l'État qu'il est censé incarner. En effet, M. Tebboune oublie qu'il a été désigné par l'état-major pour présider un pays et non se comporter comme un président d'association sans culture politique ni vision historique pour le pays. Comment mettre sur un même plan un pays supposé être souverain, fort et une ONG corporatiste qui défend la liberté de la presse? C'est non seulement de l'incompétence flagrante, mais aussi de l'irresponsabilité. L'épisode de la chaîne française M6 en est une deuxième illustration où un ministre de la République s'improvise apprenti dictateur et réclame un oukase. M6 ne pourra plus jamais travailler en Algérie. Elle est blacklistée. M. Tebboune feint d'oublier que c'est sa politique liberticide qui en est la cause. Il rabaisse l'Algérie, notre pays, au niveau d'une ONG et d'un documentaire insignifiant. C'est une honte pour le pays. Il nous parle aussi de la révision constitutionnelle qui a été triturée dans des laboratoires sordides qui renforcent les pouvoirs du président monarque et renvoient à de simples faire-valoir toutes les institutions. Cette constitution est antidémocratique et antinationale. Elle s'est élaborée de manière clandestine dans des espaces obscurs. Elle ne répond en rien aux aspirations légitimes du Hirak qui réclament un processus constituant. Nous terminons la semaine par la décision anticonstitutionnelle et gravissime de l'interdiction signifiée au RCD de tenir sa réunion ordinaire et statuaire de son Conseil national. C'est une première, c'est un fait extrêmement dangereux pour les libertés politiques. Aux attaques personnelles que subit le président du RCD s'en est suivi l'épisode de mise sous pression par l'intermédiaire des services fiscaux et voilà qu'on interdit au parti RCD de tenir la réunion de son Conseil national. Le RCD paye son opposition, son concession est frontale au régime, d'autant qu'il jouit d'une grande sympathie auprès des hirakistes par son comportement, sa droiture. Ses convictions à travers ce harcèlement, c'est tous les opposants partis, personnalités, corps intermédiaires, associations que l'on veut intimider, museler et mettre au pas had tnin, vous l'avez compris. À l'échelle de la politique internationale, le discours de M. Tebboune devant la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été affligeant, relatant ce que vit le pays en interne en faisant un plaidoyer pro-domo concernant les pseudo-réformes qu'il est en train d'initier. On aurait attendu qu'il développe un discours sur les crises en Afrique, tout au moins celles qui prévalent à nos frontières en montrant de la fermeté, de l'intelligence. Aucune référence à ce qui se passe au Sahel et aussi sur la guerre qui sévit au Yémen. Étant donné que la crise libyenne menace notre sécurité nationale, on aurait souhaité l'entendre s'exprimer sans concession et donner la vision préalable de l'Algérie. Le préalable devant être compris,
dans son sens premier. On aurait attendu un discours fort de l'Algérie sur sa vision du monde, son approche par rapport à la mondialisation, à l'environnement. Comment retrouver une coopération mondiale apaisée, basée sur le droit à la sécurité, le développement et l'environnement. On aurait souhaité qu'il s'exprime sur le multilatéralisme et l'équilibre du monde. Hélas, ce ne fut pas le cas. L'extrémisme politique sert à faire passer la médiocrité intellectuelle. He's gonna be free, viva l'Algérie. He's got to be free, viva l'Algérie. طير الحر يشرب المر ما كفاه الصبر ضياع صغر يوفى العمر قرب القبر وما تحاش صنديد في حلم وتولى الدل شد في الحبل سيلو نكحل شميسة ما طل حبه يبكم باش ما يقولهاش القضية عادي ماضي راضي الميزان ويو زوالي قصيرة مباصي الفينقا ويو مهرازي عيط خوتك وقفوا الباقي قيو لو كومبا كونتينيو والشياتا يفتيو اللي ركبوا داروا كيلكو بوست ومن بعد خلاص راجع مزيان من بكري فري وبقطيع الراس السبع بالقيمة عالي ميت ولا عاش محب الشر رايح كيدو ماش ما فهمتوهاش طير اليوم فق من النوم مفزوع يلوم توحش الميمة توحش الولاد الغراب عليه حب الغيامك حالت لأمي ما قالت حتى صحابها ما تدوم اصبر يا وليدي ربي من بكري دار موسى الكل فرعون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون He's gonna be free viva l'Algérie He's got to be free viva l'Algérie He's gonna be free viva Algérie, rétro-info de la semaine. Donc, on essaiera de revenir sur l'actualité de la semaine, les sujets qui ont marqué donc, cette actualité. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission, avec un grand plaisir, on a Monsieur Mohsen Belabbas, président du RCD depuis Alger. Mohsen Belabbas, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent. Merci. On aura aussi le plaisir d'avoir M. Abbas Hamadan, ancien conseiller d'Aït Ahmed, qui est avec nous via Skype depuis Paris. M. Abbas Hamadan, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir, c'est avec un grand plaisir. Bonsoir à vous, Mohsen Belabbas, et puis à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci Abbas Hamadan. On aura aussi Adel Jabbar, analyste politique qui est avec nous depuis le Canada via Skype aussi. Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Bonjour à vos invités sur le plateau. Et un grand bonjour, une grande salutation à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci Adel Jabbar. On aura aussi depuis Oran, Maître Belkacem Naït Salah, avocat militant des droits de l'homme. Maître Belkacem Naït Salah, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir à vous et à vos invités, ainsi qu'aux Algériens de l'intérieur comme de l'extérieur qui sont fidèles à votre émission. Merci, maître. On va commencer cette émission avec M. Mohsen Belabbas.
président du RCD, Mohsen Belabès, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Revenons un peu sur l'actualité de la semaine. On ne peut pas ne pas en parler donc, de cette interdiction de votre parti de tenir donc, sa réunion du Conseil national. Votre réaction, Mohsen Belabès? Notre réaction, c'est que le Conseil national, nous l'avons tenu malgré l'interdiction au niveau de notre siège national. Il est vrai que c'est une première en Algérie que d'interdire la tenue d'une réunion d'un organe de direction d'un parti politique, d'autant plus qu'il intervient à la veille d'une échéance électorale qu'ils ont décidé eux-mêmes pour faire passer un référendum qu'ils veulent imposer. La logique aurait voulu que le pouvoir lui-même cherche à ce que les partis politiques prennent position à travers les réunions de leur direction sur cette échéance. Mais dans le cas algérien, non seulement ils ont refusé d'aller vers un processus constitutionnel. Mohsen Belabès? Oh, je pense qu'on l'a perdu. On a perdu le Mohsen Belabès. On essaiera donc de le contacter une autre fois, espérons qu'il sera avec nous. Abbas Hamadan, je vais revenir à vous. Merci encore une fois d'être avec nous, Abbas Hamadan. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas eu dans cette émission. Merci encore une fois. Vous êtes un ancien conseiller d'Aït Ahmed Rabbi Rahmou. Abbas Hamadan, pour ce qui se passe en Algérie en ce moment, l'actualité, bien sûr, elle est chaude. On va essayer de continuer donc sur cette question d'interdiction du RCD. On essaiera bien sûr d'évoquer d'autres sujets. Quelle est votre réaction, Abbas Hamadan, par rapport donc à cette interdiction que vous avez entendu Mohsen Belabès dire que c'est une première? Alors, tout en apportant ma solidarité la plus totale, la plus étendue au RCD et à Mohsen Belabès, son président, je trouve que c'est une décision stupide, autoritaire et despotique, et qui en même temps, je pense que c'est quelque part c'est un aveu d'échec. Échec de faire plier ce parti qui a pris le choix depuis plusieurs mois, depuis le 22 février notamment, le choix d'être aux côtés du peuple. Donc c'est un aveu d'échec du pouvoir de domestiquer ce parti. Voilà. Donc c'est en même temps, tout cela, pour moi, c'est les signes de panique d'un pouvoir qui est dans une situation, dans une impasse totale. Toutes les tentatives, tous ces procédés de manipulation qu'il a toujours utilisés depuis 1962 pour réussir à soumettre le peuple algérien sont devenus inopérants aujourd'hui. Il n'y a rien qui marche, ni le mensonge, ni les manipulations et tout. Donc il lui reste la violence, il lui reste la répression. Très bien. Abdel Jabbar, sur cette question? D'abord exprimer ma totale, inconditionnelle, intégrale solidarité avec Mohsen Belabès et son parti. S'il faut se poser la question, la réponse découle de source. Parce que devrait-on attendre d'une dictature et que vaut une loi qui est promulguée sous une dictature pour être supposément à l'adresse de la protection des citoyens, mais qui peut être violée par la police politique dans une impunité totale. Donc moi, personnellement, je ne suis pas surpris par ces comportements brutaux, anticonstitutionnels et contre le parti de Mohsen Belabès et les militants du RCD. Mais je ne suis pas outre mesure outré parce que ce sont des comportements naturels d'une dictature. Quand cette même dictature promulgue ou amende des lois pour donner des instructions à un système judiciaire qui a perdu totalement son indépendance
et faire aboutir et donner des sentences pour faire aboutir ces désirata sans que personne ne puisse brancher, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le signe manifeste de la fragilité extrême de ce système qui n'a plus de ressources, qui n'a plus les moyens, parce qu'il n'a aucune crédibilité ni base sociale pour se défendre. Tous ceux qui pensent que cette campagne de terreur et de peur qui a été déclenchée depuis 2-3 mois pour faire taire les Algériens et démontrer une espèce de force et de puissance de cette dictature sont complètement à côté. Ceci vient du fait que ce système-là est tombé dans une extrême fragilité. Il ne recourt qu'à la seule arme qu'il s'est maniée depuis 62, c'est la violence, la peur, le terrorisme. Donc, ce qu'il fait à Mohsen Benabès, il l'a déjà fait envers d'autres personnes. La dernière fois, nous avions eu une émission avec quelqu'un qui est persécuté depuis pratiquement 20 ans, de façon tout à fait inconstitutionnelle. Il a passé ses années de prison, il a payé sa dette vis-à-vis de la société, mais il est pourchassé comme un malfrat depuis 17 ou 18 ou 20 ans. Donc rien ne nous surprend de la part de ce système-là. Très bien. Voilà. Restez avec nous, Adel Djebbar. On va essayer de faire intervenir Maître Belkacem Naït Saleh. Maître Belkacem Naït Saleh, quelle est votre réaction et votre sentiment face à cette affaire, sachant que Abbas Hamadani et Adel Djebbar sont en train de dire que le régime est en train de montrer sa faiblesse avec si on peut dire, avec ces réactions et ces interdictions à un parti qui est agréé. Effectivement, je voudrais exprimer ma totale solidarité avec le parti, le RCD, ses militants et son représentant légal, qui est Mohsen Benabès. C'est l'impasse totale. En absence de solution, en absence de vision politique, en absence de solution de sortie de crise, d'issue, c'est l'impasse. Alors on revient aux anciennes pratiques qui sont l'interdiction. Le RCD paye actuellement sa position politique. Il est tout à fait normal, je dirais, dans l'ADN du système politique algérien depuis 58 ans d'agir de la sorte. Le plus grave dans tout ça, c'est une atteinte à tout. Ça veut dire qu'on vient de détruire toute la notion du droit, l'état de droit. Nous sommes un État, l'État doit agir dans le cadre de la loi. S'il faut interdire, c'est au juge d'interdire réunion avec des motifs. Mais aller interdire un parti, quel est le message qui est envoyé vers les autres ou vers le RCD ou quiconque? Doit-on revenir à ce que nous avons toujours voulu bannir et détester, qui est à la clandestinité? Il faut revenir au bon sens. Il faut revenir au bon sens. Nous parlons d'un État, nous parlons d'un peuple, nous ne parlons pas. L'autorité politique dans ce pays doit agir de la sorte. Elle doit respecter les lois de la République. Le RCD est un parti légal, légaliste, il a été agréé, il agit en fonction de la loi. Je ne vois aucun motif, ni dans les faits, ni dans le droit, qui interdirait au RCD d'agir politiquement dans un cadre de droit, tout en respectant les lois de la République. Alors, cette manière de faire, elle est pour moi bizarre, mais je dirais qu'elle nous mène vers le désastre. Il ne faut plus agir de la sorte. Le pays a besoin de génie, il a besoin d'intelligence pour nous sortir des crises successives. Alors, de grâce, qu'on ne revient pas aux anciennes pratiques. Ces pratiques sont révolues. Il faut revenir à l'état du droit. S'il y aura une interdiction, elle se fera selon la loi et pas autre. Et dans le même sens, Maître Belkacem Naït Saleh, le ministre de la Justice Zarmati, bien sûr, a appelé le Parlement à voter sur la levée de l'immunité parlementaire de Mohsen Benabès. Est-ce que vous pensez là qu'il y a un acharnement sur ce parti et son président? Est-ce que cet acharnement est politique? Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Belkacem Naït Saleh? Moi, je vois que cette manière de vouloir
faire pays pour accueillir ses positions politiques. Elle est inopérante, elle est inefficace et elle est inadéquate avec la situation et le moment. Nous savons au sein de ce Parlement et avec des présidents de partis qui n'ont cessé d'insulter une région des Algériens qui sont d'origine amazigh et rien n'a été fait. Il y a d'autres qui sont allés plus loin au-dessus de la loi du code pénal. Mais on ne fait rien contre ces gens-là parce que ces gens-là, comment dirais-je, ils sont en face avec, ils font partie de la clientèle du système. Cet acharnement contre le RCD, c'est le même qui a été exercé contre Serine Tabou, c'est le même qui a été exercé contre les militants des droits de l'homme, c'est le même qui est contre des personnes du Hirak. Je dirais que nous attendions de l'autorité politique de ce pays-là d'avoir une vision claire. Il faut jeter la passerelle avec le peuple, sinon toute tentative de reclatrage, de reproduire le système est vaine et elle ne mène au désastre. Soyons intelligents que l'autorité politique doit agir autrement, différemment. Alors, pour demander l'immunité pour Ben Abbas, si elle est justifiée, soit, et pour les autres, celle qui a insulté la Kabylie du matin-au-soir et les autres du FLN, comment doit-on expliquer à l'opinion publique de tels agissements? Il faut respecter le droit. Toute personne qui dépasse ou outrepasse la loi doit être sanctionnée. Mohsen Ben Abbas ou autre. Ma position, c'est une position de principe. Très bien. Celui qui agira contre la loi doit être responsable et doit répondre ses actes. On ne fait pas dans cette poursuite sélective. Très bien. Restez avec nous, Belkacem Naït Saleh. Maître Belkacem, restez avec nous. Je reviens à vous, Abbas Hamadan. Abbas Hamadan, est-ce que vous pensez qu'on est en train de revenir aux pratiques du tout sécuritaire quand on interdit des partis qui sont agréés plus de 30 ans, quand on s'attaque aux militants politiques, aux militants des droits de l'homme, est-ce que vous pensez que c'est compatible qu'on nous parle de l'autre côté d'une Algérie nouvelle, d'une autre façon de gérer les choses? Qu'est-ce que vous en pensez, Abbas Hamad? En fait, là, je pense que l'un des moyens utilisés par le pouvoir depuis l'indépendance, en plus de la violence qui est chez le pouvoir, qui fonctionne comme une pathologie incurable, il y a aussi l'usage du mensonge d'État. Le mensonge d'État, chez ce pouvoir, on peut le diviser en deux catégories. Pour user d'une analogie, la première catégorie, c'est un homme avec un gros nez. Donc, on peut le voir de très très loin, tout de suite, rapidement, on peut voir le mensonge. La deuxième catégorie de mensonge, c'est un homme qui a les jambes très courtes. Donc, il ne peut pas aller très loin. Il essaye de courir, on le rattrape. On est un peu dans le mensonge d'État. On est un peu dans une situation complètement de schizophrénie. Le problème, c'est que qui peut les croire aujourd'hui? Qui peut les croire soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur? Il n'y a aucune stratégie globale qui est claire, qui est lisible. On a l'impression que c'est une politique de bricolage faite au jour le jour, avec une seule préoccupation, c'est comment faire perdurer le système. Et la deuxième chose, on a l'impression que le pouvoir mène une guerre psychologique contre le peuple. Une guerre psychologique qui ressemble dans une large mesure à la guerre psychologique que menait le colonialisme pour asservir le peuple algérien. On trouve à peu près les mêmes traits, les grandes lignes de cette structure politique colonialiste, à savoir l'exclusion du peuple de la décision politique, les humiliations,
l'oppression, les privations des droits et des libertés les plus élémentaires. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment ils reprennent consciemment ou inconsciemment cette configuration politique, enfin de la politique colonialiste. Et forcément, ça peut fonctionner pendant un moment, mais ça ne peut pas fonctionner ad vitarnam. Et ce qui a changé depuis le 22 février 2019, c'est l'apparition d'un acteur nouveau sur la scène politique, c'est le peuple. Il a le mur de la peur, le mur psychologique de la peur est tombé aujourd'hui. Ils peuvent arrêter combien de personnes? 1000, 10 000. Aujourd'hui, les gens qui s'expriment, soit dans la rue, soit à travers les réseaux sociaux, ils se comptent par des centaines de milliers. Ils vont mettre tous ces gens-là en prison, ou ils vont carrément transformer l'Algérie en une grande prison, la plus gigantesque du monde. Où est-ce qu'ils veulent mener le pays? Où est-ce qu'ils veulent? Alors, je termine, une remarque. On a l'impression, je ne sais pas s'il y a une tentation chez certains esprits de la police politique de pousser le pays à l'insurrection. Parce que le Hirak le dérangeait par son pacifisme. Ça, c'est une arme redoutable contre Donc, vous pensez, on va essayer de poser ces questions après Abbas Hamadan. C'est très important. Vous pensez qu'il y a une intention de pousser le Hirak vers la violence? C'est ce que vous êtes en train de dire? On l'a vu par le passé, en fait. On a vu par le passé comment il y a eu une planification, justement, pour amener les Algériens à la violence, les pousser à la violence et tout cela, pour justement se présenter comme le sauveur suprême et faire perpétuer. Donc cette tentation qui a existé chez certains membres de la police politique, puisqu'elle a existé dans le passé, je n'exclus pas qu'elle existe encore dans certains esprits vils et criminels. Voilà. Donc c'est pour ça que nous devrions rester sur cette ligne la pacifique. Voilà. Très bien, restez avec nous, Abbas Hamadan. On me dit que Mohsen Belabbas est de retour. Je vais revenir à vous, Adel Jabbar. Mohsen Belabbas, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Donc vous avez commencé à répondre à la question, Mohsen Belabbas, mais malheureusement on vous a perdu, ça a coupé. C'est le réseau en Algérie. On dit que le champ magnétique, c'est comme le champ politique en Algérie. Mohsen Belabbas, donc continuez par rapport à la question que je vous ai posée. Je ne sais pas à partir de quel moment on a été... donc, vous avez dit que vous avez tenu votre réunion malgré tout, malgré l'interdiction donc, de vous donner donc, cette salle, mais vous l'avez tenue. Qu'est-ce que cela signifie, cette interdiction, Mohsen Belabbas? Par rapport à votre parti, vous avez dit que c'était une première dans la politique, qu'un parti agréé soit interdit donc de tenir sa réunion du Conseil national. Je pense après on a été coupé. D'accord. En tout cas, c'était prévisible qu'il nous coupe. J'ai remarqué que vous ne réussissiez pas à me joindre malgré l'insistance. Finalement, là, j'interviens par WhatsApp. Donc, moi, le plus important à dire, ce n'est pas seulement le fait qu'on s'attaque au RCD. En réalité, le RCD, ce n'est qu'un instrument à la disposition du peuple, comme tous les partis politiques sont censés être des instruments pour le développement du pays et de la production d'idées et de visions dans l'intérêt de la nation. Les pressions du pouvoir ne sont pas nouvelles, beaucoup ne le savent pas. Nous avons un membre du Conseil national du RCD qui est coupé en prison depuis le mois de novembre 2019. À ce jour, il n'a pas été jugé juste parce qu'il a partagé des posts sur les réseaux sociaux. Nous avons un autre militant qui a été arrêté il y a 2 semaines de cela dans la wilaya de Msila, juste parce qu'il a participé à l'installation de notre nouveau bureau régional. Nous avons, à chaque fois qu'il y a installation d'un bureau régional, que ce soit dans la wilaya de Biskara, que ce soit dans la wilaya de
Djelfa, que ce soit dans des communes arabophones de Bouira, nos militants sont contactés par les services de sécurité. Pour certains, on leur propose de venir discuter autour d'une table dans un restaurant. Pour d'autres, ils sont carrément harcelés chez eux. Donc, c'est vrai que ce genre de pressions ne sont pas visibles parce qu'ils ne touchent pas directement un membre de la direction, mais c'est ça la réalité du terrain. Ce n'est pas seulement le RCD qui souffre de cette situation. Beaucoup de citoyens anonymes sont arrêtés sans qu'on le sache, sans que les avocats le sachent. Dans plusieurs cas, on a découvert l'arrestation d'un certain nombre de citoyens 2 mois après, voire 3 mois après. Il y a un harcèlement incroyable contre les Algériens aujourd'hui. Je dis les Algériens, je ne dis pas Herakis, parce que c'est tous les Algériens qui sont concernés. L'Algérie va très mal. La situation s'est beaucoup aggravée. Mais pourquoi votre parti, Mohsen Belhabbes, le peuple algérien, en lui faisant croire que le problème en Algérie, c'était seulement dans le détournement des fonds ou bien de l'argent par une partie des dirigeants de l'ancien régime. La réalité est tout autre. Le véritable détournement dont souffre l'Algérie, c'est le détournement de la souveraineté. Le véritable détournement dont souffre l'Algérie, c'est le détournement des institutions de leur prérogative constitutionnelle. C'est l'instrumentalisation de la justice. C'est les atteintes aux libertés. Le vol de l'argent, ce n'est qu'un des symptômes de la gestion de n'importe quel régime. D'ailleurs, parmi les dirigeants actuels, il y en a aussi qui ont des dossiers sur le dos qui peuvent être actionnés à n'importe quel moment. Vous savez, l'ancien chef de l'état-major en 2019, quand il a parlé pour la première fois de l'ouverture des dossiers de corruption, il avait parlé essentiellement du dossier Khalifa, du dossier Sonatrach et du dossier de l'autoroute Est-Ouest. Ces dossiers n'ont pas été réouverts. C'est important de le dire aujourd'hui, y compris dans le traitement de ces dossiers de corruption qui concernent l'ancien Aïssaba, donc à savoir d'anciens premiers ministres, d'anciens membres de l'oligarchie algérienne. Il y a instrumentalisation de la justice. Moi, je ne crois pas qu'on puisse en finir avec les dossiers de corruption en l'espace de 6 mois ou bien d'une année. C'est des dossiers bâclés. On veut cacher aux Algériens les vérités. Vous le savez très bien mieux que moi, vous qui êtes dans la diaspora. Dans le cas de François Fillon, quand il a été poursuivi en 2017 à l'occasion des présidentielles pour une petite affaire de corruption, l'affaire a pris plus de 2 ans avant qu'il n'aboutisse au niveau des tribunaux. Ça fait à peine 2 mois ou 3 mois que la condamnation est tombée. Dans le cas algérien, dans l'espace de 6 mois et dans certains cas 1 année, les affaires ont été bouclées. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de traitement au niveau des tribunaux. J'ai eu des informations aujourd'hui sur l'affaire, je pense, de l'ancien patron de Sovac. C'est pareil. Donc il n'y a pas d'enquête sérieuse. On veut tromper Algérien, le peuple algérien, comme quoi il y a une volonté de combattre la corruption. Ce n'est pas de cette manière que se combat la corruption. La corruption se combat en faisant en sorte que la justice rende le droit, en faisant que la justice soit libre, en entamant des enquêtes sérieuses au niveau institutionnel, au niveau des banques, au niveau aussi, parce qu'il faudra le dire, que s'agissant du patronat algérien, dans beaucoup d'affaires qu'il a traitées ces dernières années, il les a sous-traitées à des multinationales. Je me pose des questions, pourquoi aucune entreprise étrangère n'a été cité dans ces affaires de corruption. Donc nous sommes vraiment dans une situation grave. On a l'impression, c'est comme si il n'y avait pas plus d'1 année de Hirak. Quand on voit les déclarations du chef de l'État algérien, dont on voit la manière avec laquelle on veut nous imposer une constitution, comme s'il suffisait d'imposer une constitution pour régler le problème. Bouteflika lui-même a produit et a imposé une constitution en 2016. Il en a imposé une autre en 2008. Très bien. Mohsen Belhabbes, est-ce que vous m'entendez? Mais ça n'a jamais été Mohsen Belhabbes. Le vrai problème, c'est le fait d'avoir et de continuer
à interdire aux Algériens de débattre, de participer au débat. Mohsen Belabès, est-ce que vous m'entendez? Sur le choix des institutions que nous devons Mohsen mettre en Belabès, place. je pense que Mohsen Belabès, empêcher les Algériens de choisir le dirigeant à travers des élections libres et démocratiques. Voilà les mots algériens. Mais c'est grave ce qui se passe parce qu'on se souvient très bien. En 2019, le phénomène de la harga avait pratiquement disparu. On ne l'entendait pas les plus. Maintenant, chaque semaine, on parle de harga. C'est des centaines d'Algériens qui sont en train de fuir. Ils ont renoué avec la harga. Ici à Alger, il n'y a pas un quartier où on ne vous signale pas que le fils de telle famille, le fils de telle autre famille a payé la barque hier ou bien avant-hier. Mohsen Belabès, nous avons vécu un confinement incroyable. En Algérie, c'est connu de tous, plus de 50% des Algériens travaillent dans le secteur de l'informel. Ils étaient à l'arrêt, ils sont en souffrance, ils n'ont pas de quoi subvenir aux besoins de leur famille, ils n'ont pas bénéficié d'aide de l'État et nous le voyons chaque jour, la reprise des vols à la tire, les vols de post-cassette qui avaient disparu depuis le début des années 2000, comment ils ont repris. La manière avec laquelle ils ont traité du dossier de l'école et de l'université, c'est une catastrophe. Ils ont été incapables de mettre en place une commission gouvernementale pour anticiper sur le problème pédagogique, parce que nous sommes dans une situation où les élèves et les étudiants ont décroché depuis plus de 8 mois. Ils s'en foutent. C'est comme si ce n'était pas important d'assurer une formation de qualité. Mohsen Belabès, ils sont incapables. Mohsen Belabès, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a un petit souci. Mohsen Belabès. On va essayer de rappeler Mohsen Belabès parce qu'il n'arrive pas à nous entendre. Nous, on l'entend très très bien. Bien sûr, je voulais poser d'autres questions, mais Adel Jabbar, je vais revenir à vous. Mohsen Belabès a dit que on ne nous laisse pas parler. Bien sûr, il y a eu des coupures et apparemment, les gars de la régie, les techniciens de la régie m'ont dit qu'on n'arrive pas à joindre Mohsen Belabès alors qu'il était prêt à participer dans cette émission. On était obligé donc de l'appeler sur WhatsApp. Adel Jabbar, je vais revenir à vous donc par rapport à la situation actuelle, mais aussi sur le discours de Tebboune, ou si on peut dire l'interview de Tebboune. On va essayer d'entendre cette vidéo, ce passage de l'interview de Tebboune. Et si vous avez si vous voulez rajouter quelque chose sur, bien sûr, la levée de l'immunité parlementaire de Mohsen Belabès, vous pouvez aussi vous exprimer à Adel Jabbar. On va essayer d'écouter cette vidéo, ce passage de l'interview de Tebboune, et je vais revenir à vous. الحمد لله يعني كيف يقولوا توشون دي بوا كاين مثل ما يقولوا بالعامه يعني اللي شاف الموت يرضى بالحمى يعني لا تسمح لي سي ناصر نكمل برك الفكره راكم كاع الوقت وكاع الاسئله ما يا با طابوا تري بيان يا با طابوا ليزي غالق على روحي في اون تور ديفوار برج نتاع عاج وقال الامور ماشيه ويصرى لنا كيما العزوج اللي دايها الواد وتقول محلى البرود qui peut le plus peut le moins كما يقولوا إذا رأيت رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الأطفال إذا رقصوا لورسكو كما يقولوا بالعامة بربرت ولادها يعني 4 étoiles والماكلة ويستاهلوا هذا هو التذبذب هذا شوف لو كابيتال a besoin de la stabilité politique et la stabilité juridique et la stabilité financière. Sans ces 3 critères, vous ne pouvez pas avoir d'investisseurs fiables. ناخذ الخبر، ناخذ السوار d'Algérie، ناخذ الوطن، ناخذ جرايد أخرى. يعني الموس والمنشار ماشي، كاش واحد كده يكلمهم. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ ولكن الشابو أنا نهار اللي شفت هذاك ولد الكولون تاع متيجة داروه مسؤول. لا يا خويا أنت تعلمني احشم على روحك
500 جزائري ذبحتوها. واش سيك على بالي بلي رئيس بلديه انت حزب متطرف يميني متطرف. هذا الدليل باللي يميني ومتطرف. الديمقراطيه هذه حاسديننا فيها. لازم تبقى من ريبوبليك بانانيار يسيرك كما يحب. يجي يعطيك دروس في كما قال الشيخ حسيسن لاهيت لها بهمو. لي بوكوس لي جودا هذو كاع ساهلين للتجنيد. في كل مكان اللي كان عنده 4 ميجا ممكن يوصل ل 10. ما نوعدوش باش يوصل اكثر لان سي ناصر دابري لانفورماسيون كو جي اوفيسيلمون يا با يد كوبور دانترنت يا بروياج. هاد الامور هذه انا شخصيا اعوذ بالله من قولت انا والله العظيم ما نزيد نتسامح فيها. علاش تخلوا فلان يزعف؟ علاش راحت لها بصلاح حقنا. عادل الجبار, est-ce que vous avez entendu donc bien sûr قال لك الديمقراطيه هذه راهم حاسديننا عليها. Il n'y a pas eu de coupure d'internet, il y a pas qu'est-ce que vous en pensez de cette interview Adel Djebbar? Que veux-tu que je te dise? Je suis très affligé et très triste pour l'Algérie d'avoir atteint les abysses de l'incompétence et de l'ignorance. Ce sont les mêmes propos que j'aurais écoutés dans n'importe quel café à Alger ou à El Milia ou à Tlemcen. C'est des propos décousus, indignes de quelqu'un qui se prétend être chef d'État. C'est d'une nullité absolue. C'est triste de voir notre pays avoir cette forme de représentativité tant au niveau national et au niveau international. Quand il dit aller sans tabou, moi je vais lui dire tabou, vous l'avez mis en prison parce que c'était un militant qui portait dans son cœur la cause du peuple. Puis le reste, c'est comme si vous me disiez décrivez-nous un vide sidéral. C'est le vide absolu avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là ne représente strictement rien. Les gens l'ont intronisé. D'ailleurs, celui qui l'a ramené est connu pour avoir un niveau scolaire des plus lamentables. Donc, il ne pouvait pas choisir un génie ou quelqu'un de compétent et de génial qui avait la capacité et la compétence de présider aux destinées de ce grand pays. Moi, j'ai toujours considéré, je le dis encore une fois, que la dictature militaire fait beaucoup plus de morts que l'ensemble des maladies réunies. Le régime algérien illégitime est une véritable dictature. Ce n'est pas Tebboune qui vient nous démontrer le contraire. Sa police politique est à l'œuvre depuis le 22 février 2019. Ils ont tout fait pour diviser les Algériens, pour créer des problèmes entre eux, pour s'attaquer à des pans de notre peuple, à des régions, pour les diaboliser, les sataniser, mais sans succès. Ils ont fomenter des troubles, de la subversion, de la propagande. Ils ont mobilisé leurs intellectuels partiels qui reçoivent des subsides qui ne cachent pas pour sortir la brosse à reluire afin d'éclaircir la peau noire de ce régime. Ils ont engagé des mercenaires intellectuels qui sont là à taper de la brosse, mais ça ne marche pas. Ce peuple a tourné définitivement le dos à ce genre de discours. Ils nous ont gargarisé de discours creux. Ils nous ont imbibé de mensonges depuis 1962. Malheureusement, ça continue. Ce monsieur-là, comme ceux qui l'ont précédé, d'ailleurs, quand je l'ai vu tout à l'heure, je me suis rappelé en 84 avoir pris un avion avec deux grands pontes du régime qui ont pris un avion à 7h du matin pour aller à Ouargla expliquer l'instruction 84 du président Chadli Lahirahmou. Et j'imaginais, d'ailleurs j'ai dit à quelqu'un d'autre, est-ce que Chadli nous a parlé en hébreu ou en martien? Qu'est-ce que vous allez expliquer? C'était quoi le contenu de cette... C'est du blabla. Cette dictature ne produit absolument rien. Aujourd'hui, ils sont en train de tenter de nous démontrer qu'ils sont capables de réformer, mais ce n'est que dans la cosmétique. C'est du vernis démocratique qui ne leurre pas les Algériens. Cette nouvelle génération qui peut accéder à toutes les informations, comment dirais-je, instant, il ne peut pas les leurrer. Il ne peut pas les leurrer, ni lui, ni son chargé de la... Ils ne sont même pas fichus.
Quand je l'entends parler, je me dis ma grand-mère avec beaucoup plus de compétences dans la communication narrative que ce monsieur-là. Ben, il est en train de parler à une élite complètement inféodée à la dictature qui est là pour recevoir ce subside. Mais les Algériens ne l'écoutent même pas. Ils ne lui accordent absolument aucun crédit, aucune considération à des propos complètement décousus. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de son discours creux qu'il a libédilna devant les nations. On va revenir à cette question, Saad. Donc son discours à la 75e réunion donc de l'ONU, de l'Assemblée générale des Nations Unies. On va revenir à cette question. Je vais revenir à vous, Maître Belkacem Naït Saleh. Maître Belkacem Naït Saleh, ce genre de discours ou ce genre d'interview qu'on vient d'entendre de Tebboune, Adel Djebbar dire que le peuple a tourné le dos à ce genre de discours, mais aussi, est-ce que vous pensez que la médiocrité donc, des décisions politiques qu'on est en train de voir et aussi, surtout, on a vu l'affaire de l'APS, qui a le communiqué de l'APS qui était vraiment une fake news. Est-ce que cette médiocrité vous fait peur? Effectivement, nous vivons dans un pays où tout est devenu possible. Tout ce qui n'est pas imaginable peut se produire. À partir de là, rien ne m'étonne. Mais comme je vous ai dit dès le départ, c'est l'impasse totale. En l'absence de solution, alors on n'arrive à rien et on ne propose à rien. Maintenant, il n'y a plus de rente. Et comme il n'y a plus de rente, il n'y a pas de solution. Il y a des problèmes économiques, il y a les répercussions sociales, mais le plus grand problème, c'est le problème politique. Alors, tout ce qui va avec, je ne peux pas commenter. Moi, je dirais que moi, je vis en Algérie et eux, je ne sais pas dans quelle planète. Sinon, c'est moi qui vis dans une planète et eux qui vivent en Algérie. Je vous dis que le peuple n'a rien à voir. Le peuple a déjà demandé la levée, la mise à fin de la tutelle. À partir de là, je ne sais pas de quelle expérience démocratique que le monde nous envie, je ne sais pas de quel avenir de l'Algérie, je ne sais pas de quelle institution. Alors, de grâce, je n'accorde plus aucune importance à ce genre de dire. Tout ce qui est la réalité, elle est là, elle est affligeante, le désastre est devant nous, et j'ai peur pour ce pays-là, j'ai peur pour mon pays, j'ai peur pour l'Algérie, parce que nous avons appris des décennies noires, nous avons appris la leçon, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui sont toujours restés bloqués, qui sont toujours dans le choc de 90 et qui ne veulent pas en sortir. L'Algérie d'aujourd'hui, c'est l'Algérie d'une jeunesse qui est connectée au monde. L'Algérie d'aujourd'hui veut un état de droit. L'Algérie de droit part de légitimité juridique. L'Algérie part de générations nouvelles qu'il faut donner l'occasion afin de... Belkacem Naït Saleh, on l'a perdu, je pense. On a perdu encore des problèmes donc, de communication, malheureusement. Abbas Hamadan, quand on voit ce genre d'interview donc, avec les deux journalistes, bien sûr, M. Tebboune parle de la constitution nouvelle. On va essayer d'entendre ce que Tebboune a dit sur la liberté d'expression et aussi ce que Tebboune a dit sur le projet de révision de la nouvelle constitution. On va essayer d'entendre les deux vidéos et on reviendra à vous. الديمقراطية أنا التزمت وقلتها مرارا وتكرارا أن ما ندعم حرية التعبير، لأن بلا حرية التعبير ما تقدرش تمشي بعيد. ولكن قلت نحارب بشراسة الكذب والتجريح والسب والشتم باش توصل نتايا باش دير حاجة فكاهية تخلق لي مشاكل دبلوماسية. رفع المستوى شوية، رفع المستوى.
هذه غير مقبوله هذه. اما الاخرين اللي قالوا تقليص حريه التعبير، الصحفي يخرج يستنطق لان قال كلام قوي على الدوله الجزائريه مش على الرئيس، ولا يستنطق يخرج يمشي للسفاره يعطيه معرض حال، استنطقني فلان واستنطقني فلان. ايش راك ماكش بعيد على الخبرجي. شاهد صحفي من حقنا احنا ندافع على السياده نتاعنا، هذه مهمتي وسندوها لي جزائريين ومقتنع بها وقلتها، ما نتخلاش بالشبر على اعلان نوفمبر وعلى رساله الشهداء. Abbas Hamadan, sur la liberté de la presse, bien sûr, on a vu après le procès de Khaled Dararni, 2 ans de prison ferme. Quelle est votre lecture donc, quand vous entendez Tebboune parler de la liberté de la presse? C'est comme on vivait dans un autre pays alors que les pratiques sont là, sont en train de démontrer qu'il n'y a pas de liberté de presse. Oui, je reviens sur ses propos concernant Dararni. Il a, en agissant ainsi, en parlant de Khabarji, il a violé la Constitution sous laquelle il exerce la qualité de chef de l'État. Il a violé au moins 3 principes. Le premier principe, c'est la présomption d'innocence, parce qu'il s'est prononcé de façon, en condamnant Khaled Dararni, en le condamnant, il s'est prononcé à la place de la justice alors que l'enquête était encore en cours. Le deuxième principe, c'est la séparation des pouvoirs. Donc il s'est immiscé, il a violé ce principe. Et le troisième principe, c'est l'exercice d'une pression sur la justice. Voilà. Donc pour le reste, moi je rejoins le frère qui est intervenu tout à l'heure. Je trouve vraiment ce discours d'un niveau affligeant. On a l'impression, ça me renvoie un peu au rôle qui a été fait jouer par le pouvoir à certains personnages du système. On se rappelle de Sellal, on se rappelle de Bouteflika et tout ça, on a l'impression qu'ils faisaient du spectacle. C'est pour occuper un peu l'espace, parce que l'espace politique est verrouillé, il est vide. Donc on fait du spectacle, on lâche certaines personnes pour tenir des discours haineux vis-à-vis de telle ou telle catégorie d'Algériens, de telle ou telle région. On lâche des ministres qui insultent. Vous vous rappelez de la sortie d'un ministre de l'ancien gouvernement qui a insulté le peuple algérien dans des propos grossiers. Donc on essaie, puisqu'il y a un vide, ils ont fait le vide politique, donc on essaie de le combler par ce genre, c'est ce qu'on appelle la spectacularisation de la politique. Ou sinon, on délocalise le débat politique dans les tribunaux pour criminaliser la liberté, pour criminaliser la liberté d'expression. Il parle de liberté d'expression alors que des innocents sont jetés tous les jours, sont jetés en prison. Personne n'est épargné. Ce pouvoir n'a ni idéologie, ni principe, ni rien du tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est de maintenir sa mainmise sur le pays, le peuple et ses richesses. Voilà. Pour le reste, que dire? Franchement, quand j'entends ça, je trouve ça c'est triste, affligeant pour notre pays. Quand on voit ce qui s'est passé hier à Annaba, la petite fille de 13 ans, et enfin elles étaient 2 ou 3 à être arrêtées. Il y en a une, j'ai vu des images, qui a subi des coups. Les commissariats ou les centres d'interrogatoire de la police politique sont devenus aujourd'hui depuis des années, ressemblent à des espaces de no man's land dans lesquels le droit commun disparaît, le citoyen, le détenu devient une chose entre les mains de la police et les rapports
de la police politique c'est des rapports en fait qui dictent au juge la conduite qu'il doit tenir et le verdict qu'il doit prononcer. Voilà, il ose parler de liberté démocratique. C'est vraiment triste pour notre pays. Très bien, restez avec nous, Abbas Hamadan. Mohsen Belabbas, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Je pense qu'on a eu un petit souci avec la communication. Mohsen Belabbas, vous avez entendu donc Tebboune faire son interview. Cette semaine, on va essayer de revenir sur la question donc de cette révision de la Constitution, le référendum qui est prévu donc le 1er novembre. On va essayer d'entendre ce passage de Tebboune parlant de cette nouvelle Constitution et j'aimerais avoir votre réaction juste après. On essaie d'entendre la vidéo. مبدئيا اعطيناهم شهر ونيف يعني باش نتماشى باش مباشره بعد ما الشيء اللي نتمناه ان المواطنين والمواطنات يصادقوا على مشروع الدستور نفوت مباشره الى تحضير الانتخابات الى اولا تقديم القانون الجديد هذا اللي قانون الاطار يمر امام البرلمان باش ندخل في العمليه مباشره ان شاء الله. وإذا كان قدرنا قبل نهاية السنة نكونوا خرجنا بمؤسسة منتخبة بشكل جديد. هذه الأمنية نتاعنا، دوك الظروف هي اللي تسير. Très bien. Mohsen Belabbas, donc Tebboune est en train de parler de cette révision de la Constitution. Pour lui, c'est un nouveau départ pour l'Algérie. Mais avant de répondre à ça, bien sûr, on vous a perdu 2 fois dans cette émission. J'aimerais vous poser la question sur donc, la question de la levée de l'immunité parlementaire qui a été demandée par le ministre de la Justice, Zarmati, vous concernant bien sûr. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Mohsen Belabbas? Très rapidement, après je vais revenir donc sur cette question Très rapidement, d'abord s'agissant de l'immunité parlementaire, à partir du moment où je me suis présenté dans une brigade de gendarmerie au mois de juin dernier et j'ai laissé la gendarmerie me poser des questions librement et j'ai répondu librement et j'ai signé un PV dans les locaux de la gendarmerie, de manière implicite, j'ai renoncé à mon immunité parlementaire. Deuxièmement, je suis un des députés avec d'autres camarades du RCD qui dit début du mandat en 2017, nous avons déposé un projet de loi justement où on a demandé la levée de l'immunité parlementaire aux députés s'agissant des questions qui relèvent du droit public. Donc, et c'était même inscrit dans notre programme électoral. Mais la manière avec laquelle ils ont procédé, parce qu'ils savent très bien s'ils m'avaient convoqué devant un tribunal, je me serais présenté le plus normalement du monde. Je l'ai fait devant la gendarmerie. Mais non. Est-ce que vous pensez que Mohsen Belabbas, est-ce que vous pensez que d'autant plus que est-ce que vous pensez que cet acharnement est politique? Ils sont à la veille d'une révision de la Constitution dans laquelle ils vont imposer une nouvelle Constitution. Est-ce que vous savez que dans cette nouvelle Constitution, une fois qu'il sera adopté, puisque ils vont frauder comme ils ont l'habitude de le faire, ils n'auront plus besoin de demander la levée de l'immunité parlementaire. Donc, dans un délai d'1 mois, ils n'auront plus besoin de demander la levée de l'immunité parlementaire de n'importe quel député qui a affaire à la justice s'agissant des questions de droit public. La procédure qu'ils ont engagée, c'est une procédure qui va prendre le plus de mois, 3 mois. Donc, ils n'avaient pas besoin. En réalité, c'était pas leur objectif, c'est pas l'immunité parlementaire. Leur objectif, c'est de faire peur à l'opinion publique en général. Je parle de l'opinion publique au niveau national. Voilà ce qui va arriver. C'est jamais n'importe quel acteur politique ou la citoyen lambda ne devient pas chiite du système, ne se soumet pas à ce système. C'est un passage en force. Il
n'ont pas compris qu'il y a des Algériens que, quand il s'agit du destin de leur nation, ils savent très bien que leur personne importe très peu. Voilà ce qu'ils n'ont pas compris. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez donc, du discours ou de la réponse, bien sûr, concernant donc, cette constitution? Pourquoi ils veulent aller vers la révision de la constitution, Mohsen Belabbas? Et est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans l'impasse totale? Et là, je parle de la situation politique. Sachant que le peuple est sorti en force depuis le 22 février, appelant à, bien sûr, un vrai changement, la rupture avec le régime. Et de l'autre côté, le régime est en train de mener donc, sa feuille de route, si on peut dire. Non, d'abord, c'est important de dire que eux-mêmes, les gens qui sont au pouvoir, ne savent pas pourquoi ils veulent aller vers une révision de la Constitution et pourquoi un tel contenu pour ce projet. Ils ne savent pas pourquoi il faut aller voir une nouvelle Assemblée nationale. En réalité, ils n'ont jamais su pourquoi organiser ce genre d'élection. En fait, nous avons affaire au pire chef de l'État qu'a connu l'Algérie depuis 1962 en termes de compétences politiques. Parce que nous avons connu depuis 1962 des chefs de l'État qui sont illégitimes du point de vue de la légitimité démocratique, de la légitimité des urnes. Tous ont été imposés d'une manière ou d'une autre par les militaires, par des fraudes électorales. Mais quand on avait affaire à des chefs de l'État qui avaient de la compétence politique, ils ont su, malgré tout, relancer l'espoir au minimum à l'intérieur du système lui-même. On se rappelle tous que M. Boudiaf, quand il a été installé comme chef de l'État, c'est vrai qu'il n'a pas été élu, il n'a pas la légitimité démocratique, donc il a été imposé par les militaires, mais il a réussi en quelques mois à relancer l'espoir chez une certaine frange de la société. Abdelaziz Bouteflika lui-même, en 1999, malgré qu'il était issu de la fraude, en fait la pire des fraudes électorales, parce que dans la campagne de l'époque, il y avait de grosses pointures qui avaient participé. Il s'agissait de Hosseini Ahmed, c'est pas n'importe qui. C'était Mouloud Hamourouch, c'était, si je me souviens bien, Dr Khadib, je crois. Donc c'était des personnalités qui avaient une légitimité d'abord du point de vue de l'histoire, il avait une légitimité du point de vue de la compétence politique, donc parce que régulièrement ils intervenaient, ou ils avaient des partis politiques qui étaient opérationnels, qui étaient très actifs sur le terrain. Ils se sont retirés la veille des élections, donc l'élection a été discréditée. Malgré cela, le pouvoir algérien a annoncé un chiffre énorme en termes de participation et en termes de résultats pour Abdelaziz Bouteflika. Mais cette illégitimité n'a pas empêché Abdelaziz Bouteflika de créer l'illusion au minimum d'une volonté d'un véritable débat, d'autant plus qu'il avait un parcours. Mais dans le cas du chef de l'État actuel, il n'y a pas cette compétence. En fait, non seulement c'est le chef de l'État, c'est tous les gens qui entourent le chef de l'État. Regardez le fait que le chef de l'État soit réduit à avoir comme adversaire une émission de télé, ça vous renseigne sur le niveau des dirigeants en ce moment. Et même l'interview. Ils sont en train de me dire, quand je les rencontre dans la rue, ils me disent que finalement, ils vont mieux les 6 dernières années qu'on avait passées avec un chef de l'État absent qui ne faisait pas de discours, qui ne communiquait pas, que là, avec l'actuel chef de l'État ou les actuels dirigeants
qui s'expriment, mais qui font honte au peuple algérien, font honte à l'État algérien, parce qu'il n'y a pas de contenu, parce qu'il n'y a pas d'éléments de langage sur les perspectives, parce qu'ils sont incapables d'avoir une vision sur la manière avec laquelle il faudra relancer l'économie algérienne, ils sont incapables d'avoir de la vision sur la manière avec laquelle on pourra projeter le pays et relancer l'espoir chez la jeunesse. Moi, je rigole quand je les vois intervenir sur les questions internationales et rappeler des positions de principe qui remontent aux années 60. Très bien, très bien. On va... Mohsen Belabès, la politique, c'était une question statique. La politique, Mohsen Belabès, est-ce que vous m'entendez? C'est pareil pour les relations internationales, c'est pareil pour la diplomatie. Mais on ne peut pas peser sur la scène diplomatique, régionale ou internationale quand on est incapable de gérer une crise interne. On ne peut pas vendre la transition démocratique pour le Mali et la refuser pour son propre peuple. On ne peut pas parler de liberté à l'échelle des autres nations alors que nous sommes un pays où des Algériens corrompissent dans des prisons. Non seulement ils corrompissent, mais le plus grave, c'est qu'ils ne sont pas Très bien. jugés. Mohsen Belabès, est-ce que vous m'entendez? Dans le cadre de Rachid je pense qu'on a un petit souci aussi avec le... Mohsen Belabès, on va revenir à Mohsen Belabès, mais on va essayer de vous faire entendre ce passage donc, de Tebboune, qui était bien sûr son discours devant la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui parlait de l'intérieur, de la politique intérieure. On va essayer de vous faire entendre cette vidéo. Après, on passera à nos invités très rapidement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On entend la vidéo. السيد الرئيس، تسير الجزائر اليوم بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية عقب التغيير الديمقراطي المنبثق عن حراك سلمي حضاري مبارك، والذي أفضى إلى تنظيم انتخابات رئاسية شهر ديسمبر 19 كرست سيادة الشعب الجزائري وحرية اختياره وقراره. وقد قطعت الجزائر خلال الأشهر الماضية بالرغم من الظرف الصحي الصعب أشواطا في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومزدهرة. وفي هذا السياق ستنظم الجزائر في غرة نوفمبر القادم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلاق الحياة العامة. وما اختيار هذا التاريخ إلا رمزية قوية تحمل في طياتها معاني الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قضوا لنعيش ولتعيش الجزائر حرة مستقلة. السيد الرئيس، أود خاتما وفي الختام أن أتوجه إليكم بنداء للوحدة والتضامن وتجاوز الخلافات لمواجهة الظرف العصيب الذي يمر به العالم حتى نخرج بدولنا وبشعوبنا من دائرة الخطر ونواصل معا مسيرتنا نحو Maître Belkacem Naït Saleh, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. Oui, Maître Belkacem Naït Saleh, ça c'était le discours donc, de Abdelmajid Tebboune devant la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Quand il parle de la révision de la Constitution, d'asseoir donc les libertés d'expression, la démocratie, pourquoi il parle donc de la politique intérieure de l'Algérie face à d'autres pays et
quand on connaît bien sûr la politique étrangère et ses défis sur tout ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe avec nos frontières au Libye, au Mali, pourquoi il parle de l'intérieur? Tout d'abord, la voix de l'Algérie, vu son histoire et l'histoire de son peuple pendant ces 70 années, la voix de l'Algérie est entendue dans les concerts des nations. Toutefois, en absence de projet, en absence de réalisation, en absence de compromis avec son peuple, il est en train d'assurer un service après-vente d'une feuille de route qui a été tracée afin de vendre, parce que le monde regarde l'Algérie, le monde admire la passivité du peuple algérien, le monde regarde que le peuple veut construire en démocratie. À partir de là, pour ne pas rester au bord des nations, il est obligé d'assurer cette vente de cette feuille de route. Mais le problème n'est pas là. Les nations, le monde, il est composé des forts et des faibles. Où vous pesez dans le monde, votre voix est écoutée, ou vous n'êtes pas. Le problème, c'est qu'en absence, je dirais, en absence de solution à la crise politique et l'absence de la bonne foi pour résoudre la crise politique algérienne depuis 62, qui est une problématique de légitimité, et revenir au peuple, il n'y a plus de bonne foi au changement. On essaye de vendre cette feuille de route à l'extérieur, assurée sur le plan international. Rien ne m'étonne quand on parle, alors que, en principe, c'est une affaire purement algéro-algérienne qui doit être débattue entre les gouvernants et le peuple, qui doit être tranchée entre les gouvernants et le peuple. Je ne vois en rien en quoi les Nations Unies ou autres doivent s'immiscer dans nos affaires intérieures. Mais comme on n'a pas cette volonté de vouloir résoudre le problème et la crise algérienne, la crise politique, on est en train de parler du 1er novembre concernant le référendum comme si c'était le summum des réalisations démocratiques, alors que nous savons pertinemment que le problème politique va rester et que la crise va s'aggraver avec des répercussions graves sur le plan économique et social. Et à partir de là, nous nous dirigeons vers l'aventurisme et à eux d'assumer la responsabilité de mon histoire. C'est pas au peuple, c'est à eux d'assumer cette responsabilité, parce qu'ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas construire un État sans le peuple. Et ça, il faut qu'ils la mettent bien dans leur tête que l'Algérie, c'est le peuple avant tout, et l'Algérie, c'est le peuple après tout. L'Algérie ne se fera pas contre le peuple, elle ne se fera pas sans le peuple. Très bien. La légitimité, elle revient au peuple. Merci maître. Merci maître Belkacem. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé. Je vais donner la parole à Abbas Hamadan. Abbas Hamadan, ils ne peuvent pas donc gérer ce pays ou gouverner ce pays sans la volonté populaire. La question, bien sûr, a été posée juste après l'indépendance par Boudiaf Rabbi Rahmou. Où va l'Algérie? Où va l'Algérie? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque en ce moment avec cette crise politique qui est en train de s'accentuer, avec toutes les crises qui tournent autour? Et on parle de la crise économique, la crise sociale, et j'en passe. Oui, l'indépendance de l'Algérie a été confisquée depuis 1962. La souveraineté populaire a été confisquée par le pouvoir depuis 1962. C'est le retour à un processus constitutionnel. Vous savez, on a des expériences sur les 50 dernières années dans le monde. Le passage d'une dictature, parce qu'on est dans une dictature, vers une démocratie ne peut se faire que par une période de transition démocratique qui va rendre la parole au peuple. Et je pense que ça va être la priorité du Hirak maintenant, c'est d'arriver justement à dessiner ce projet politique, à se donner un projet politique. Non pas, il ne s'agit pas de monter les uns contre les autres, mais de dessiner les contours de l'Algérie qu'on veut construire.
Et vous savez, depuis 1937, au sein du PPA, on parlait de l'Assemblée constituante. Donc, ce n'est pas une nouvelle revendication dans l'histoire du mouvement national, mais elle remonte au moins en 1937. Donc, il faut aller vers une transition démocratique indépendante du pouvoir, à l'issue de laquelle sera élue une assemblée constituante qui va rédiger une constitution. Mais attention, il faudrait préalablement qu'il y ait une espèce de contrat social ou charte sociale qui va définir les principes, qui permettent de définir des principes autour desquels doit se construire la future constitution. Parce que quand on entend Tebboune, l'impression que j'ai, c'est que le peuple connaît trop bien ce pouvoir, mais pas l'inverse. Et on a l'impression qu'ils n'ont rien compris, à ce peuple, qu'ils continuent de façon aveugle, de façon obstinée, têtue, à maintenir la même politique, les mêmes stratagèmes qui ont conduit le pays d'une impasse à une autre. Quand on voit les 20 dernières années, les dizaines, les centaines de milliards qui ont été dépensés, c'est une véritable catastrophe pour le pays. C'était une occasion pour le pays, justement, cette manne pétrolière sur les 20 dernières années, notamment, de reconstruire le pays. Quand vous savez que on parle souvent du plan Marshall, le plan Marshall, c'est 13 milliards de dollars après la Deuxième Guerre mondiale, distribués à 16 pays européens. Alors, les 13 milliards, ça représenterait aujourd'hui l'équivalent de 130 milliards de dollars, 140 milliards de dollars. Avec 140 milliards de dollars, 16 pays européens ont pu reconstruire des villes entières, leurs outils industriels, etc. Nous, on a dépensé des centaines de milliards de dollars qui sont pas partis dans le vent. Enfin, ils sont pas partis dans le vent. On sait très très bien où est cet argent. Cet argent a été détourné au profit de la caste qui est au pouvoir et au profit des multinationales. Et je termine juste sur un mot, Nassar, c'est que les propos tenus par le discours de Tebboune à l'Assemblée nationale, en fait, on sent, parce que c'était ni le temps ni le lieu pour parler de la politique intérieure. Cela s'entend. Mais ils ont une préoccupation très importante qui passe avant celle qui concerne le peuple, c'est l'opinion internationale. Ça les intéresse au premier lieu. Ils ont de ce que pense le peuple algérien, à la rigueur, ça les intéresse, ça les préoccupe pas beaucoup. Et par contre, ce que peut penser de leurs maîtres et leurs parents au niveau international est primordial pour eux. Merci Abbas Hamadan. Très rapidement, Adel Djebbar, il ne me reste pas beaucoup de temps. Abbas Hamadan est en train de dire qu'ils n'ont rien compris. On a vécu les 10 ans, donc la décennie, si on peut l'appeler noire ou rouge, ou les 20 ans de Bouteflika. Les mêmes erreurs sont en train de se répéter à Adel Djebbar. Non, ce ne sont pas des erreurs dans une dictature, c'est le plan de match. C'est comme ça que la dictature voit les choses. Le peuple ne représente rien. Comme je l'ai tout le temps dit, c'est un mauvais locataire. Ils sont les propriétaires absolus d'un pays qu'ils ont, entre guillemets, gagné par la force des armes. Ces gens-là sont toujours dans le coup de force. Maintenant, Tebboune est dans la théâtralisation ridicule, avec un discours insipide, vide, inconsistant, fragile. Je ne vois pas en quoi un Péruvien ou un Salvadorien serait intéressé par nos histoires de tentatives de révision de la Constitution. Oui, à propos de révision de la Constitution, il ne s'agira jamais d'un nouveau départ. C'est un voyage ou une odyssée vers l'inconnu avec ces aventuriers-là. Vous êtes en train de montrer des photos ou une image du chef d'état-major de l'ANP avec le patron de l'Africom. Il n'est pas venu pour rien. Il est venu pour donner des instructions, des ordres précis, comme ceux qu'ils ont déjà reçus de la part de la France, pour
amender cette constitution-là et autoriser constitutionnellement, quoi qu'ils n'ont rien à foutre de la loi, ils n'ont jamais respecté la constitution et la loi, et ils sont les premiers à violer la loi, le droit et la constitution pour autoriser les soldats algériens à aller guerroyer au Sahel à la place des soldats français et des soldats étrangers. Donc nous sommes dans la haute trahison. Je terminerai par dire que si les Algériens dans les années 2014-15 disaient Bouteflika mskini rid ma yahdarsh umrid, hada rah yshuf tellement il est indigent politiquement et intellectuellement. Yani c'est une honte pour l'Algérie d'avoir à sa tête une épingle comme ça. Merci Adel Djebbar. Mohsen Belabbas, est-ce que vous m'entendez, Mohsen Belabbas? Oui. Très bien, il ne me reste pas beaucoup de temps. Votre dernier mot, Mohsen Belabbas, en tant que chef de parti donc du RCD, et vous étiez bien sûr avec les Algériens depuis le 22 février. Est-ce que vous avez peur pour le pays, Mohsen Belabbas, quand on est en train de constater comment le pays est en train de gérer et cette fuite en avant et aussi le passage en force, encore une fois, ce 1er novembre? Oui, j'ai peur pour mon pays, comme tous les Algériens ont peur pour le pays parce qu'ils voient que c'est la descente aux enfers. Jamais on avait connu pire pouvoir du point de vue de la compétence, jamais vu un pouvoir incapable d'entamer un minimum de dialogue. Et là, je ne parle même pas dans le domaine de la politique avec les acteurs politiques, je parle plutôt dans le domaine économique avec les chefs d'entreprises, surtout les petites entreprises, dans le domaine social avec les syndicats autonomes, avec les acteurs de l'université et de l'école. Oui, j'ai peur pour mon pays, mais je garde toujours de l'espoir. Et moi, je voudrais dire quelque chose aux Algériens. C'est de votre droit d'agir dans la rue pour sauver votre pays. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, y compris dans la constitution qui va être imposée aux Algériens. Ils parlent du Hirak. Ils reconnaissent que c'est avec le Hirak qu'on transforme les choses. Moi, je suis de ceux qui pensent, c'est une conviction, que le Hirak doit être permanent dans notre pays pour éviter les dérapages, y compris le jour où nous allons réussir à mettre un système démocratique avec un pouvoir élu démocratiquement. C'est important que les Algériens se mobilisent tout le temps de manière pacifique, ça doit être permanent. Merci Mohsen Belabbas. Merci à vous d'être avec nous dans cette émission. Mohsen Belabbas, président du RCD, qui était avec nous depuis Alger. Merci à M. Abbas Hamadan, ancien conseiller d'Aït Ahmed, qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Adel Djebbar, analyste politique, qui était avec nous depuis le Canada via Skype aussi. Merci à Maître Belkacem Nait Salah, avocat militant des droits de l'homme. Ya'tikoum saha, et je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.